Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. C'est une ville, pas comme les autres, perchée en haut des montagnes de Nefoussa. Zintan fut le fer de lance de la révolution de 2011 en Libye. C'est à Zintan que les premiers missiles de Kadhafi se sont abattus sur l'ouest. Mais c'est aussi à Zintan qu'a été retenu Saif al-Islam, le fils héritier du raïs déchu. C'est enfin aussi à Zintan que la guerre qui a opposé les nationalistes aux brigades islamistes en 2014 et 2015 a pris fin. Eh bien, que reste-t-il de tous ces combats, de ces victoires, de ces défaites? Que reste-t-il des idéaux de la révolution libyenne? Pour raconter l'histoire singulière de cette cité, notre reporter Charles Amtaz a rencontré ses chefs de guerre et ses habitants, dessinant en creux le visage d'une Libye post-révolutionnaire déchirée entre son aspiration d'affranchissement et le péril de la dislocation. Zintan est tiraillé entre ses 1000 deuils et la fierté d'avoir contribué au destin de la Libye. À l'image d'autres cités que notre reporter a traversées sur sa route, Zintan est déchiré entre le passé où certains envisagent même un retour du kadhafisme et le désir d'unir à nouveau leur pays pour mettre fin au règne des milices. Reportage. Nous sommes fin 2014 à l'ouest de la Libye, derrière les troupes de la ville de Zintan. À leur tête, Ajmi El-Atri. Ces hommes combattent les islamistes qui se sont emparés de la capitale Tripoli, entraînant une guerre civile qui va durer 1 an. Ce conflit, sans véritable gagnant, a déstabilisé encore un peu plus la Libye, laissant en place plusieurs gouvernements dont nul n'émerge vraiment. Aujourd'hui, les combattants de Zintan, comme Ajmi El-Atri, ont repris le chemin de leur base. La guerre est loin, mais jusqu'à quand ? Si demain il y a une nouvelle guerre, nous, l'armée légitime sous l'autorité du Parlement, on se battra contre ces islamistes qui ne sont que des groupes armés, totalement hors la loi et instrumentalisés par les frères musulmans. Ajmi El-Atri s'est fait connaître en capturant le fils héritier du colonel Kadhafi, Saif al-Islam. On voit ici les deux hommes réunis en 2011. Pendant 5 ans, Ajmi refuse de livrer son prisonnier. Puis, plus étonnant, il le libère. Vous voulez que je vous dise où il se trouve? Ah, ça, c'est une autre question. Selon la loi libyenne, Saïf est libre. Il se trouve quelque part sur la terre libyenne. Mais Ajmi El-Atri va plus loin. Il est désormais devenu un partisan de l'héritier kadhafiste. Vous savez, je pense que les 2 tiers des Libyens sont favorables à l'ancien régime et le dernier tiers à la nostalgie de la façon dont on vivait avant. Saif al-Islam peut avoir un rôle primordial pour réunir le peuple libyen et refaire son unité. Lui seul est capable de réunir les partisans de l'ancien régime et ceux qui ont fait la révolution. Saif peut unir le peuple libyen. Cette nostalgie a-t-elle fait des émules? Et qu'en pensent les jeunes qui, par milliers, s'étaient levés contre la dictature du colonel Kadhafi? Pour répondre, je suis allé voir une figure emblématique de la révolution. C'est le visage de la jeunesse de Zintan, l'élégant Ibrahim Al-Madani. Tu veux savoir la vérité? La vie sous l'ancien régime, c'était mieux qu'aujourd'hui. Pourtant, en 2011, on a fait la révolution. On voulait changer les choses. On voulait le meilleur pour notre pays. D'où vient cette déception? Ibrahim Al-Madani m'a emmené au musée de la révolution de Zintan.
C'est ici que pour la première fois, révolutionnaires et kadhafistes se sont affrontés. Le père d'Ibrahim fut l'un des chefs militaires libyens à se ranger du côté de la révolution. Un homme très respecté à Zintan, tué par les troupes de Kadhafi. Voilà, là c'est le nom des martyrs, et là c'est le nom de mon père. Mon père disait qu'on s'est révolté contre Kadhafi non pas par haine du personnage, mais on s'est levé contre la corruption du régime. Il faut continuer la révolution, car la corruption aujourd'hui, c'est encore pire que ce que nous avons connu sous l'ancien régime. À Zintan, les batailles se sont succédées. Révolution, guerre civile, la petite ville compte près de 1000 martyrs. Toutes les familles sont touchées, mais l'une d'entre elles a été frappée plus que toute autre. Massoud a perdu 15 membres de son clan et 3 de ses fils depuis 2011. Mon fils Nourdine est tombé dans la première bataille à Kachaf. Les kadhafistes ont pris son corps, l'ont emmené à Tripoli pour dire que c'est l'OTAN qui avait fait un bombardement meurtrier. La dépouille de mon fils, on ne l'a jamais revue. Ils ne nous ont jamais rendu son corps. Ses 2 autres fils sont morts longtemps après la victoire contre la dictature du colonel Kadhafi. Ils sont tombés à Tripoli dans une de ces batailles de rue entre milices. Mes fils se sont battus pour que la Libye devienne un pays démocratique. Mais la corruption, le règne des milices, le terrorisme, non, ça jamais mes fils n'auraient pu imaginer que la Libye devienne comme ça. Pour combattre les brigades islamistes, la majorité des chefs militaires de Zintan se sont rangés sous l'autorité du maréchal Khalifa Haftar. Il dirige l'armée nationale libyenne qui rassemble des révolutionnaires et d'anciens officiers kadhafistes. Cette armée, on la trouve tout au long de la route qui part de Zintan jusqu'aux portes de Tripoli. Garde à vous! Ainsi, ce capitaine de police a débuté sa carrière sous la dictature. Il a pourtant sous ses ordres une troupe de révolutionnaires qui a combattu Kadhafi. L'armée veut dépasser les anciens clivages et apparaître comme l'unique force légitime de ce pays. Le chef des armées libyennes, c'est Khalifa Haftar, mais nous sommes la force de police. Désormais, on nous appelle la force spéciale et on se place sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. On est là pour compléter le travail de l'armée. En Libye, rien n'est simple et l'histoire de cette brigade en témoigne. Avant d'être intégrés dans l'armée nationale libyenne, ces hommes faisaient partie d'une milice, les Sawar, une brigade puissante originaire de Zintan. Et avec cette voiture, tu fais vraiment attention. Hein. Oui, chef. Cette voiture que vous voyez, c'est un modèle qu'on appelle Nimr. C'est un véhicule qu'on utilise dans le désert pour faire les contrôles. Parce qu'autour d'ici, on a un désert où il est très dur de se déplacer. C'est pareil quand on va vers Ouerchefana jusqu'à Al-Araba. On est souvent obligé de faire des contrôles en dehors de la route compte tenu de la situation aujourd'hui, de la sécurité du pays. On est obligé d'utiliser ce genre de véhicule. En Libye, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont décidé de soutenir les forces anti-islamistes. Ils misent tout sur le maréchal Haftar et son armée nationale libyenne, dont on voit ici les images de propagande. Mais l'ONU maintient son embargo. Et quand j'arrive dans la caserne 217, plus loin sur la route, les militaires font la parade, les bras vides. Ici, selon eux, les armes manquent cruellement. Notre principal problème depuis 2011, c'est l'embargo sur les armes. On ne peut plus en acheter. On nous interdit d'en acheter et on doit se battre avec de très vieilles armes. C'est ça le vrai problème. Pour ces officiers, la catastrophe initiale remonte à 2011, le jour où les Occidentaux ont décidé d'intervenir en Libye. La grande erreur de l'OTAN, ça a été de frapper les camps militaires et d'entraîner la destruction de l'armée libyenne. C'est une des causes principales de la situation que nous connaissons aujourd'hui.
Ces militaires qui dénoncent la destruction de l'armée en 2011 veulent désormais réunifier leur pays à travers la réhabilitation de leur institution. Une armée au service du peuple qui accepterait tout le monde. Je reprends la route pour aller vers leur poste le plus avancé à Al-Zaziya, à tout juste 40 km de la capitale. C'est le capitaine Farhat Ali qui nous fait la visite. Allez, venez voir, je vais vous montrer le logo de notre brigade. Nous, on est des militaires, compris? Et vous ne verrez pas une seule milice au bord de la route. Et toi là, monte sur l'automitrailleuse. Ici, on est au centre de la ville d'Azaziya, à côté du centre sportif. On est sur la route qui relie les montagnes du Djebel Arabe jusqu'à Tripoli. Cette région au sud-ouest de Tripoli est réputée pour son insécurité. Spécialité locale, le kidnapping. Alors, arrivés auprès des militaires, les voyageurs se prêtent de bonne grâce à leur exercice de communication. Et dis-moi, est-ce que tu es rassuré quand tu arrives ici? Dans la ville, à côté du stade et au checkpoint, ça va. Mais juste avant d'arriver, il y a un gars qui a tiré. Alors maintenant, c'est sûr, je suis plus à l'aise, je suis rassuré. Mais vous savez, c'est quand même un coup à avoir une crise cardiaque. La ville d'Al-Zaziya a une autre particularité. C'est un bastion du kadhafisme. D'ailleurs, les militaires locaux portent l'insigne de l'ancien régime. C'est l'écusson vert sur l'aigle doré. Et certains d'entre eux n'hésitent pas à me faire le salut kadhafiste. Ici, la révolution n'a jamais été très en vogue, y compris parmi de nombreux habitants de cette ville. Les Libyens ont compris qu'on était en train de brader la Libye et que la révolution était un piège organisé par les étrangers. Désormais, les Libyens veulent juste avoir une vie stable, la sécurité. Petit sourire et en partant, encore un salut kadhafiste. Ça veut dire quoi ce salut là? Non, parlez pas de ça les gars. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Attends, faire le salut c'est naturel, on a ça dans le sang. Le salut c'est obligé. Non. On a ça dans le sang, je te dis. Allez, arrête ça, arrête de dire ça. Le colonel qui dirige la brigade signe la fin de la récréation. Il n'est pas question de réveiller les vieux fantômes. Dans un futur proche, ces hommes, appuyés par les troupes du maréchal Haftar, espèrent reprendre Tripoli. Mais que pensent les familles de victimes du retour en grâce de ces anciens kadhafistes? À Zintan, j'ai retrouvé Massoud, qui a perdu 3 de ses fils depuis la Révolution. Voici le reste de sa famille. Nous avons donné le sang de nos enfants. Ils sont tombés en martyrs pour qu'on ait une démocratie, pour qu'on ait les droits de l'homme. C'est ça les grands idéaux de la Révolution. Si le pays tombe aux mains d'une junte militaire, c'est comme si tous nos sacrifices n'avaient servi à rien. Massoud a encore 5 enfants. Tous sont des civils. De la Révolution, ils ont connu les premières joies, puis le deuil. Mais demain, ils pourraient connaître une nouvelle fois la guerre. Je vous le dis, si le Conseil des tribus nous dit de partir en guerre contre les islamistes, ou s'il faut défendre la ville, nous enverrons des martyrs. S'il le faut, mes enfants iront à la guerre. À l'image de la Libye, le destin de Zintan reste incertain. La petite ville sera-t-elle prise dans un nouveau conflit? En coulisses, le jeu des alliances a déjà commencé. Alors que reste-t-il de la révolution ici? Peut-être l'idée que l'histoire de la Libye ne s'écrira pas sans Zintan. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour sur le plateau de Code 24. Donald Trump a juré de combattre l'immigration illégale par des reconduites à la frontière massive et par la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. De fait, il s'en prend souvent aux Mexicains dans ses discours, semblant ignorer deux faits importants. D'abord, que les migrants qui entrent aux États-Unis viennent bien plus souvent des petits pays d'Amérique centrale que du Mexique. Et surtout, que le Mexique est en fait le principal allié des États-Unis dans le combat contre ce flux migratoire. Depuis 2014, le plan Frontière Sud, mis en place par le gouvernement mexicain, vise à barrer la route à des dizaines de milliers de migrants centro-américains qui fuient, pour la plupart, des situations de violence extrême dans leur pays d'origine. Reportage de Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Tous les matins, le long de la rivière Suchiate, un étrange ballet commence. Des milliers de personnes traversent ce cours d'eau qui marque la frontière entre le Guatemala et le Mexique, juste en contrebas du pont douanier officiel. C'est la douane juste derrière toi, non? Et ils ne font rien quand vous traversez comme ça? Non, nous on a nos visas pour passer légalement, mais c'est plus pratique pour moi de passer par ici, c'est plus près de mon travail. La plupart sont des habitants de la zone ou des commerçants qui veulent économiser les droits de douane. Mais au milieu de la rivière, trois drapeaux évoquent une autre réalité. Guatemala, Mexique, États-Unis. Ce long fleuve tranquille est pour certains le début d'une odyssée dangereuse et incertaine. Un voyage auquel Neri a renoncé. Ce jeune Hondurien a tenté 4 fois de gagner les États-Unis. Il a toujours été attrapé et rapatrié par des agents des services d'immigration mexicains. Ici, juste en face, côté mexicain, c'est tranquille, mais les problèmes commencent quand tu dois monter sur le train. À partir de là, ta vie ne vaut plus rien. Tu peux tomber, tu peux mourir, il peut t'arriver n'importe quoi. Des trains de marchandises qui, depuis les années 1990, ont servi de moyen de transport aux migrants. Lors de sa dernière tentative il y a 8 mois, Neri a trébuché en voulant monter sur le train en route et a perdu ses jambes. J'ai ressenti une soudaine baisse d'adrénaline. J'avais la nausée et j'ai lâché l'échelle du train. Je ne pouvais pas voir mes jambes, je ne sentais plus rien. Maintenant, c'est devenu très difficile de passer. Les agents de service d'immigration mexicains sont partout. Ils nous prennent en chasse. Et des fois, quand ils t'attrapent, ils te tabassent et t'abandonnent au milieu de nulle part. Depuis 2014 et le lancement du plan Frontière Sud, le Mexique expulse plus de migrants que les États-Unis. Environ 150 000 chaque année. Présence militaire renforcée dans le sud du pays. Postes de contrôle. Expulsion plus rapide. Un plan conçu en concertation avec les États-Unis pour leur alléger le travail, selon Salva La Cruz, porte-parole d'une ONG de défense des migrants. Il est très fréquent dans cette région de voir des fonctionnaires américains qui viennent pour former, conseiller, instruire leurs homologues mexicains. Ils mettent à leur disposition leur équipement technologique, de surveillance infrarouge, de biométrie. Les États-Unis envoient tout ça ici pour convertir cette frontière, en faire leur frontière. C'est ce qu'on appelle l'externalisation d'une frontière. Pour les migrants, les chances d'éviter l'expulsion sont minimes. Regardez, l'année dernière, ils ont arrêté 188 000 migrants illégaux. Ils ont accordé l'asile politique à 2800 d'entre eux. Le gouvernement mexicain communique peu sur le plan Frontière Sud. Ils ont d'ailleurs rejeté nos demandes répétées d'interview. Mais dans ce refuge pour migrants près de la frontière guatémaltèque, les effets de cette politique sont visibles. Elvin et Argentina se sont rencontrés en chemin. Lui vient du Honduras, elle du Salvador. Je ne veux même plus essayer d'aller aux États-Unis. Je voudrais pouvoir rester au Mexique. La vie n'est pas si mal ici. Pourquoi s'acharner à aller au nord? Le Mexique est un bon pays. En prenant conscience des risques du voyage, ils viennent de renoncer à poursuivre leur chemin vers les États-Unis. Prudents, ils préfèrent entretenir l'espoir, même très faible, d'obtenir l'asile ici. Peut-être qu'ils vont m'expulser, mais tant pis, je vais continuer à tout faire pour obtenir mon statut de réfugié. Je préfère essayer encore et encore plutôt que de reprendre la route et de risquer ma vie.
Le mari et le fils d'Argentina ont été tués sous ses yeux il y a quelques mois. Depuis, elle fuit leurs assassins qui continuaient de la menacer. Alors, le plan Frontière Sud est-il réellement efficace pour freiner ces migrants désespérés? Nous nous retrouvons de l'autre côté de ce rideau sécuritaire, près de Mexico. Horacio Robles est prêtre et directeur d'un refuge pour migrants. C'est vide, non? Eh oui. Et peut-être ont-ils trouvé d'autres chemins pour traverser le pays sans être harcelés par les autorités. À cette époque de l'année, ce refuge devrait être plein à craquer. Mais aujourd'hui, il n'y a que 6 pensionnaires, dont Edilberto qui hésite lui aussi à continuer son chemin. À présent, j'ai un peu peur. C'est pour ça que je vais sans doute demander l'asile politique ici. Avec Trump comme président, la situation aux États-Unis est vraiment chaotique. Mais Horacio reste persuadé qu'il en faudra plus pour décourager les dizaines de milliers de migrants qui fuient l'Amérique centrale chaque année. L'autre jour, dans la grande salle commune, je parlais avec des migrants. Et tous me disaient la même chose. Aucun mur ne nous arrêtera. Le mur de Trump, eh bien, on creusera par-dessous, ou on l'escaladera. Ni le Mexique, ni les États-Unis ne souhaitent ouvrir la porte aux migrants centro-américains. Le plan Frontière Sud n'est qu'un obstacle de plus sur leur route. Une route qu'ils continueront de prendre malgré les dangers, pour chercher une vie meilleure. Nous prenons à présent la direction de la Birmanie où la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, a récemment fêté ses 1 an au pouvoir. Avec son parti, le NLD, elle doit gouverner avec l'armée et la transition démocratique est très compliquée. La communauté internationale a critiqué sa politique vis-à-vis de la minorité musulmane opprimée des Rohingyas et la liberté d'expression est un autre problème majeur. La loi 66D qui punit la diffamation sur Internet est utilisée pour des règlements de compte entre adversaires de tous bords. Avant de passer devant un juge, les accusés passent de longs mois en détention préventive dans des conditions très difficiles. Regardez ce reportage de Charles Dupoisa et notre correspondant dans la région, Clovis Casali. À la pagode de Dagon Sud, Zozo Ong se ressource auprès de moines bouddhistes après 6 mois passés derrière les barreaux. Ce Birman avait osé critiquer sur les réseaux sociaux un député du NLD, le parti d'Aung San Suu Kyi pour qui il avait voté. On était 150 personnes dans une cellule faite pour en contenir 50. On était traités comme des animaux, comme des poulets dans une cage. Mais je n'ai aucun regret. C'était mon droit de citoyen de critiquer. Et ces politiques, eux, ont utilisé leur pouvoir pour m'attaquer. Si je dois le refaire, je le referai. Si je dois critiquer à nouveau, je n'hésiterai pas. Il a dû quitter son emploi dans une banque et passe aujourd'hui ses journées avec des volontaires à rénover un temple à 2 heures de Rangoon. La spiritualité lui a permis de ne pas craquer en prison et l'a même protégé. Là-bas, les meurtriers, les criminels ne connaissent que la violence. Mais ils me voyaient pratiquer tout le temps. Donc ils me respectaient. Ils me laissaient tranquille. Visé par la loi 66D qui punit la diffamation sur Internet, il aura passé de longs mois en détention préventive avant d'être blanchi par la justice. Des dizaines de citoyens, dont des journalistes et des politiques, ont connu le même sort depuis 1 an. La fin de la dictature militaire a sonné, mais la démocratie prend du temps à se mettre en place. Dans cette ONG, les jeunes Birmans participent à des ateliers sur la liberté d'expression. Au tableau, Wei Wei Nhu répond aux nombreuses questions. George W. Bush et Barack Obama avaient invité cette jeune femme à la Maison-Blanche pour saluer son combat pour la démocratie, elle qui est issue de la minorité musulmane persécutée des Rohingyas. Mi-mars, le prestigieux Time Magazine l'a même présenté comme un des visages politiques de demain.
Elle refuse de critiquer Aung San Suu Kyi qui fête ses 1 an au pouvoir. Elle constate néanmoins 7 fois plus d'arrestations pour diffamation que sous le précédent gouvernement militaire. On voit de plus en plus d'arrestations et de peines de prison. À cause de cette loi, la liberté de parole de personne n'est protégée. Le gouvernement, NLD, l'armée ou l'individu lambda. Tous instrumentalisent cette loi pour attaquer leurs adversaires. On a peur que les gens n'osent plus critiquer à l'avenir. C'est un danger pour la démocratie. Une liberté d'expression qui serait en péril, alors même que la prix Nobel de la paix est aux commandes. De nombreux Birmans espéraient que la dame de Rangoon abrogerait cette loi 66D, et ils attendent toujours. Maung en a fait son combat. Sous la junte militaire, il a passé des mois derrière les barreaux pour un simple poème, où il ironisait sur le chef de l'armée. Le gouvernement du NLD disait qu'il garantirait la liberté d'expression, mais une fois au pouvoir, ils ont changé. Maintenant, ils veulent juste se protéger des critiques sur Internet. C'est pour ça qu'ils refusent d'abroger cette loi. C'est terrible. Le NLD symbolise l'opposition courageuse à la dictature militaire. Alors depuis le triomphe électoral de 2015, l'attente est forte, parfois la déception aussi. D'anciens alliés d'Aung San Suu Kyi ont choisi de prendre leur envol. Sous des airs nonchalants, ces Birmans pourraient bien jouer un rôle dans le futur paysage politique. Ils s'étaient fait connaître lors de la révolution de Safran, et ils placent leurs pions. Avec leurs aînés de la révolte étudiante de 1988, ces activistes préparent un nouveau mouvement, car ils pensent que personne n'ose contredire la dame de Rangoon. Je veux voir un parti avec de vrais principes démocratiques, où la prise de décision est collective. C'est primordial. Je crois qu'au NLD, Aung San Suu Kyi est trop puissante. Devant un tribunal de Rangoon, Maung, le poète militant, réconforte la femme d'un politicien qui passe en jugement pour avoir critiqué le chef de l'armée dans sa répression des Rohingyas. Cette loi doit être amendée. Mon procès n'est pas juste. Le verdict tombe. 6 mois ferme. Sa famille est presque soulagée. Elle craignait une peine encore plus lourde. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. « 20 ans après sa suppression, le service militaire obligatoire en France a toutes les chances de faire son grand retour. Emmanuel Macron a promis de le rétablir durant sa campagne. Dans un pays en proie au terrorisme, il y voit un moyen d'assurer la cohésion nationale. Le président français table sur un service mixte d'1 mois seulement. Un comeback qui coûtera très cher face au manque d'infrastructures et d'encadrement. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le service militaire volontaire. Un dispositif est mis en place par François Hollande en 2015. Il a pour objectif l'insertion professionnelle des 18-25 ans, mais l'encadrement est fait par des militaires de carrière en caserne. Et vous allez le voir, de nombreux jeunes prennent goût à ce nouvel environnement. C'est un reportage de Jonathan Walsh. Au terre de détresse, où nous devons sans cesse. Le cœur y est, la coordination aussi. Un ordre serré plutôt bien maîtrisé, malgré quelques traînards. Et une tenue, pas toujours réglementaire. Il y a encore du boulot, mais la plupart, ouais, je suis assez satisfait, ils marchent bien ou pas. On peut pas exiger la même chose que nous quand on y arrive à l'armée, parce que c'est des jeunes, ils sont pas là pour être soldats en fait. Ils vont pas au combat, ni rien, donc c'est juste on leur donne une base, là, pour qu'ils soient un peu dans le moule. C'est l'esprit même du service militaire volontaire. L'intitulé est trompeur. Ces jeunes n'ont pas choisi de s'enrôler et ne porteront jamais une arme. Il s'agit avant tout d'insertion professionnelle.
Âgés de 18 à 25 ans, ils sont souvent peu diplômés. J'étais en inactivité, donc c'était pour reprendre aussi un rythme un rythme, se lever le matin, tout ça. Donc après plus la rigueur militaire, qui fait que devant un patron, c'est toujours bien que de sortir de l'armée. Le patron, il verra ça, il se dira c'est un gars sérieux. 3,74. Créé en 2015, le dispositif dure de 6 à 12 mois et s'achève sur un stage en entreprise. Au menu, remise à niveau scolaire, permis de conduire et brevet de secouriste. La discipline et la vie en caserne viennent structurer le tout. Pour beaucoup, c'est aussi un apprentissage de la citoyenneté. En attendant tout ça, les attentats, les musulmans et tout ça, j'étais un peu contre la France, mais en venant ici, j'ai appris que non, en fait. Qu'on est tous pareils, et liberté, égalité, fraternité. On est tous, il y a tout, mais il y a des musulmans, des chrétiens, des athées, il y a tout ici, donc du coup, on apprend à vivre ensemble. Les plus enthousiastes verraient même d'un bon œil le retour du service national, supprimé il y a 20 ans. Pour moi, le service militaire obligatoire, c'était vraiment un bon truc. Ça a engagé tous les jeunes, ça les mettait droit, ça les sortait un peu de leur vie privée et tout. Enfin, puis le port d'armes, ça peut être une bonne expérience pour tout le monde. La gadoue, etc., c'est un bon truc. Mais ce jour-là, pas de gadou au programme. Les jeunes ont pour mission de nettoyer un cimetière militaire proche de leur centre. C'est comme un hommage qu'on peut leur rendre quand même, parce qu'ils sont quand même tombés pour nous. Donc pour moi, ça ne me dérange pas de faire ça. 1000 jeunes seulement ont bénéficié du service militaire volontaire depuis 2015. À la sortie, 3 sur 4 trouvent un emploi. Les jeunes sont arrivés il y a 3 mois, et entre les jeunes qu'on avait à l'incorporation et aujourd'hui, on peut dire que c'est d'autres personnes. Ils ont grandi, ils ont mûri, ils ont changé. Et je crois en cette capacité qu'a l'armée vraiment de changer les gens, de leur apporter donc cet amour de la patrie, la citoyenneté. Donc c'est vraiment un ciment social. Un rôle social qui séduit de plus en plus. D'après un sondage récent, 74% des Français souhaitent un rétablissement du service obligatoire. Le SMV, lui, n'en est qu'à sa phase préliminaire. L'expérimentation se terminant en 2018, donc en décembre 2018, on peut avoir peut-être une extension ou alors une modification, mais je le répète, il reviendra aux prochaines autorités politiques de statuer d'ici peut-être quelques mois. Merci. Cette mesure devrait coûter au moins 3 milliards d'euros par an. Il y a un an, le Brésil était victime de la plus grosse épidémie de virus transmis par le moustique, le Zika. Plus de 180 morts et 10 000 cas de micro-encéphalite causés par ce virus. Un fléau sanitaire pour des autorités débordées, voire dépassées. Cette année, le virus a fortement diminué. L'épidémie ne menace plus, mais les bébés nés ont 1 an et les mamans sont abandonnées. Mais aujourd'hui, où en est-on alors que le virus ne fait plus la une des journaux ? Fanny Lotter, Harold Grenouillot et Raphaël Luis Aceveda nous en disent plus. Des terres habituellement arides, gorgées d'eau en cette saison des pluies. Nous sommes dans le nord-est du Brésil. Avec 2000 personnes contaminées, le Ceará est l'une des régions les plus touchées par l'épidémie du virus Zika l'an dernier. Une des plus pauvres aussi. Pourtant, dans ce Far West brésilien est né un espoir des plus inattendus sur les bancs de cette école publique. C'est ici qu'on a lancé notre recherche pour combattre le virus du Zika. Il y a quelques mois, en classe de sciences, ces 2 ados de 17 et 19 ans ont voulu étudier de plus près ce virus qui touchait leurs proches. Résultat, ils ont peut-être trouvé son vaccin. On s'est rendu compte en étudiant le virus du Zika qu'une de ces protéines était responsable de la multiplication du virus dans le corps humain. Et grâce à l'informatique, on a réussi à la modifier. Un simple logiciel gratuit et des heures de tests. On a réussi à modifier cette protéine NS1 et faire en sorte qu'elle arrête la multiplication du virus dans le corps humain. Notre travail pourrait servir à créer des médicaments, un vaccin pour lutter contre ce virus qui est aujourd'hui peu connu au Brésil et qui cause tant de tort à notre société.
Grâce à leurs trouvailles, le mois prochain, Milena et Gabriel se rendront pour la première fois de leur vie aux États-Unis, participer à l'Intel Science, le plus grand concours scientifique au monde. En attendant, leur molécule miracle est testée grandeur nature dans ce laboratoire de l'université voisine. La chaleur va monter, le froid va descendre et au final, notre molécule va être extraite ici. On produit leur molécule qui sera la base d'un potentiel vaccin grâce à un processus de synthèse très simple. Leur espoir, que ce vaccin voit le jour d'ici à 2 ans et sauve de nombreux Brésiliens du virus et de ses conséquences. À l'hôpital de Fortaleza, depuis 1 an et demi, un service entier est dédié aux enfants nés avec une microcéphalie, un cerveau trop petit pour que l'enfant ne se développe correctement. Ici, on recense plus de 200 cas de bébés microcéphalés, un record, comme Jean Miguel. Il a 1 an et demi. Il va mieux, il arrive à tenir sa tête. Des problèmes de motricité, de déglutition, plus tard de parole et une espérance de vie plus courte que la moyenne. Chaque jour, le docteur André Pessoa découvre de nouvelles conséquences et de nouveaux cas. 80% des cas de Zika sont sans symptômes. Cela veut dire que vous pourriez être enceinte, attraper Zika, ne pas avoir de symptômes. Votre enfant pourrait naître avec un cerveau normal et plus tard on se rendrait compte qu'il est en fait microcéphalique. C'est une possibilité que l'on vient de découvrir. Plus de 100 bébés auraient développé une microcéphalie après leur naissance. Diana Reboussas ne se souvient même pas avoir été piquée par le moustique pendant sa grossesse. Elle a dû arrêter ses études et parcourt chaque semaine 6 heures de route pour faire soigner sa fille. La maladie est dure à assumer. Il y a tellement de gens qui me regardent, la regardent elle. Même un enfant un jour m'a approché et m'a dit que ma fille était moche. C'est pour ça que je la protège. À défaut de pouvoir rentrer dans son village, elle dort chez son père en banlieue, dans des conditions précaires. Elle reçoit 200 € d'aide chaque mois pour sa fille, à peine de quoi payer le transport et les médicaments, nombreux. Je ne veux pas rester ici. Tu vois bien que ce n'est pas sain, mais je ne peux pas rentrer à la maison car là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux capables de la soigner, pas de personnel. Ils ne savent même pas ce qu'elle a. Elle devrait avoir des professionnels autour d'elle pour s'occuper d'elle. Même quand je fais des examens là-bas et que je les rapporte ici, les médecins n'ont pas confiance. Des mères qui ont le sentiment d'être abandonnées et un État qui n'assume pas la responsabilité de cette crise sanitaire, jusqu'à en refuser même le nom. Dans ce pays où l'avortement est interdit, la Cour suprême avait un instant envisagé de le légaliser en cas de microcéphalie. Mais devant le tollé, il s'est vite ravisé. Vous allez apprendre énormément si vous laissez ces enfants venir au monde. À l'image de cette journaliste anti-avortement, la maladie a vu naître ses égéries. Ana Victoria Lima, 17 ans, est devenue la première mannequin microcéphale au monde. Ce jour-là, elle va défiler pour les déficients à Manaus. Bien sûr que je peux défiler, je suis normale. Une normalité devenue argument de vente pour l'agence de mannequins. D'ici à 2020, on aura plein d'autres Ana Victoria. Et le gouvernement court aussi après ces personnes pour s'adapter à ce nouveau marché. Le gouvernement, justement, l'aurait déjà contacté pour une nouvelle campagne. Devant la baisse de l'épidémie cette année, l'Organisation mondiale de la santé a retiré le statut d'urgence sanitaire au virus. Le Brésil devra trouver les moyens d'accompagner cette génération Zika pour le reste de leur vie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En Hongrie, la mise en détention systématique de tous les demandeurs d'asile est désormais appliquée. Officiellement, cette mesure doit empêcher les migrants de poursuivre leur route vers l'Autriche ou l'Allemagne. Mais elle s'inscrit aussi dans la stratégie de dissuasion du gouvernement hongrois qui veut empêcher toute arrivée dans le pays. Eh bien, de facto, la Hongrie suspend donc le droit d'asile et viole le droit européen et ses engagements internationaux. Une nouvelle surenchère du gouvernement Orban dans sa guerre contre les migrants
et dans ce qu'ils considèrent comme la défense de la souveraineté du pays. Pour les migrants qui se trouvent bloqués sur l'ancienne route des Balkans, le passage est devenu quasiment impossible. Le reportage d'Anne Maillet, Clément Perrois et Denis Parchoff. En Serbie, aux portes de l'Union européenne, le temps s'est figé pour les migrants. Dans ce centre d'accueil à Subotica, une petite ville frontalière, 120 personnes espèrent rejoindre la Hongrie pour y demander l'asile. Mais elles le savent, la route des Balkans est désormais close, la frontière quasiment hermétique. Et depuis début avril, tous les demandeurs d'asile sont placés d'office en détention. Ahmad Rifai attend avec ses 2 enfants et sa femme depuis des mois dans ce camp de fortune. C'est pas juste. D'autres réfugiés sont passés avant moi. Je ne comprends pas. Je suis bloqué là. Je cherche une vie plus sûre pour moi et mes enfants et que ma fille puisse faire des études. Environ 7000 migrants se trouvent actuellement en Serbie et espèrent franchir la frontière. Mais la Hongrie ne laisse entrer que 5 personnes par jour. La plupart seront renvoyées en Serbie. Après avoir construit une barrière de barbelés, les autorités ont créé 2 zones de transit, seul point de passage pour les migrants. Au mois d'avril, les autorités ont ouvert les portes de l'un de ces centres médias. Sándor Pinter, le ministre de l'Intérieur, fait office de guide. C'est ici que les demandeurs d'asile sont désormais détenus pendant l'examen de leur dossier, mais le gouvernement insiste, il ne s'agit pas d'une prison. Ceux qui ne veulent pas attendre la fin de la procédure ou déposer une demande d'asile sont libres de quitter la zone de transit et de rebrousser chemin vers la Serbie. Ce jour-là, les autorités ont évacué les demandeurs d'asile détenus dans ce centre et mettent en avant la qualité des infrastructures, le tout sur fond de barbelés. Il y a une table de ping-pong, un toboggan, il y a même un filet de volley-ball où on peut faire des tournois. Cette partie de la zone est réservée aux familles. 80 personnes peuvent vivre ici dans des conditions dignes. Après la clôture de barbelés, la détention de demandeurs d'asile. Autant de mesures dénoncées par la communauté internationale. Pour le comité Helsinki, l'une des rares ONG qui vient en aide aux migrants dans le pays, le gouvernement hongrois prive les demandeurs d'asile de leurs droits élémentaires. Après un procès de 2 ans de démantèlement du système d'asile en Hongrie, je crois qu'on est arrivé au point qu'on peut dire que l'asile n'est plus accessible en Hongrie. La Hongrie est tellement en violation des lois européennes sur l'asile que cette institution est absolument détruite dans le contexte hongrois. Seuls 300 demandeurs d'asile se trouvent officiellement sur le territoire hongrois, mais la politique anti-immigration reste une priorité du gouvernement à 1 an des élections législatives. Une grande consultation populaire a été lancée, elle est intitulée Stop Bruxelles. Tous les foyers hongrois ont reçu un questionnaire qui porte sur la détention des migrants et l'Union européenne qui, selon le gouvernement, voudrait forcer la Hongrie à accueillir les migrants illégaux. Sur ce marché de Budapest, rares sont ceux qui dénoncent cette nouvelle initiative. La question des réfugiés est un problème très important pour nous ici en Europe centrale, parce que c'est nous qui devrons les attraper, enfin les accueillir. Bien sûr qu'il faut s'occuper de la question des réfugiés, mais personne ne peut nous forcer à les accueillir. Le gouvernement a minutieusement construit sa stratégie contre les migrants. Et nous sommes très nombreux à ne pas être d'accord avec ça. Mais la société civile est désarmée, on ne peut rien faire. Pendant ce temps, en Serbie, dans le camp de Subotica, Sam attend une opportunité pour franchir la frontière. Comme beaucoup d'autres, il se sent aujourd'hui pris au piège. Il ne veut pas témoigner à visage découvert pour ne pas compromettre son passage. Quand on essaie de passer 1 million de fois et que ça ne marche pas, c'est dévastateur et c'est désespérant. Vous n'avez pas le choix, soit vous faites demi-tour, soit vous passez la frontière légalement ou illégalement. Et vous vous retrouvez pendant 6 à 7 mois à attendre. Soit vous vous tuez. Alors que la procédure d'infraction pour violation du droit d'asile ouverte par la Commission européenne contre la Hongrie en 2015 n'a toujours pas abouti, Budapest vient d'achever la construction d'une seconde clôture. De quoi rendre sa frontière avec la Serbie encore plus étanche.
Dans les Pyrénées, la chasse traditionnelle à la palombe se transmet de génération en génération. Les chasseurs, des passionnés, tentent d'attraper dans leurs grands filets ces oiseaux bleus qui migrent vers le sud. Mais pour bien chasser la palombe, il faut s'armer de patience. Reportage. Dans l'école qui dessine la chaîne des Pyrénées, Régis Laric s'installe dans son nid d'aigle. Je me fais le café et le thé, moi, je me fais le matin ici en arrivant. C'est mes vacances, bon après, ici ça te permet de voilà, faire une petite parenthèse avec la vie de tous les jours. C'est l'un des derniers à pratiquer la chasse traditionnelle à la palombe. On s'en lasse pas, ça, de voir ça tous les matins. Pas de fusil, mais des pantières, ces larges filets verticaux. Vas-y, vas-y. Je crois que toi, tu te mets au passant, Eric. Et objectif, capturer des palombes lors de leur migration vers le sud. Un bon filet, c'est un filet déjà propre. Vas-y. Bien tendu de chaque côté. Allez, attaché. Chaque année, en octobre, ces passionnés s'aménagent un mois de vacances pour chasser. Toujours un petit œil. Dans la vie, on sait jamais. J'en prends pas d'autres de vacances de l'année, donc moi mes congés c'est pour le mois d'octobre. C'est posé l'un sur l'autre. Mais il faut s'armer de patience. Aucune palombe à l'horizon aujourd'hui. Ému. Les rouquettes. C'était pour les rouquettes. Rien vu, rien entendu. Il me manque quelque chose, moi. Il rentre bredouille, mais ce qui est important dans cette tradition, c'est aussi d'être ensemble. C'est l'esprit, voilà, un petit village, et on se connaît tous, et il y a la palombe, et il y a l'état d'esprit, la camaraderie, qui est très très important. Plus bas dans la vallée, Régis n'est plus chasseur, mais avant tout berger. Pourtant, sa passion n'est jamais loin. On a passé 4 jours, on n'a rien vu, on est comme des balles là. Et le matin, on est tous excités, et tu vois, encore aujourd'hui, on n'a rien vu, et alors, il nous tarde de voir ce premier vol. Le mois d'octobre, c'est la palombe, on est impacté à avoir la maladie bleue, on appelle ça ici, la maladie bleue. La maladie bleue, la passion des palombes, Régis l'a hérité de son père, agriculteur comme lui. Gérard a chassé pendant 30 ans dans la même palombière traditionnelle. Ça, c'est mon grand-père. Je suis resté pendant 20 ans à la Quinta. C'était vraiment une petite usine avant. Hein. Et on faisait 12 à 15 000 palombes. Et il partait à pied depuis la ferme, depuis le bas du village, et il montait à pied tous les matins. Comme avant, les chasseurs vivent le même frisson dans la montagne. Ce matin, les conditions sont parfaites. On a vu déjà une volée, je ne sais pas d'où elle est arrivée, mais là, hier on n'a pas vu ça. Alors il faut y croire. Là, elle revient. Ça y est, un vol en approche. Elle revient maintenant. Ah! Yeah! Avec son chatard, son outil à plumes, Christian force les palombes à filer vers les rabatteurs. Autour de Régis, il jette des quilles pour imiter l'attaque de l'épervier. Si les palombes descendent suffisamment, elles seront piégées par les filets. Attention, ouais.
Attention, il y a un autre vol d'avant. Oui, il y a un autre vol. Un autre vol, il faut faire vite. Regarde le filet. Regarde le filet. Celui-là est passé au-dessus, comme souvent. Il y a 5 minutes, on avait froid. Et voilà. Là, on a trop chaud. Là, je dois en avoir 10-12 ans. Quand elles volent, on les reconnaît, c'est reconnaissable avec cette bande blanche. Après, c'est plus clair que le pigeon aussi. Autrefois nombreuses, ces palombières au filet sans fusil ne sont plus qu'une dizaine dans les Pyrénées. Dernier repère d'altitude des passionnés de l'oiseau bleu. C'est la fin de cette édition de Code 24. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.